Non, 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 nous n'avons pas envoyé un navire de guerre vers l'Iran. Très bien, un navire de guerre. Bien sûr, c'est un engin dangereux, mais plus dangereux que le navire, c'est cette arme qui peut le couler jusqu'au fond de la mer. Eh bien, ce sont les déclarations faites par Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, assurant, eh bien, au-delà du danger que représente un porte-avions des États-Unis, ce qui est vraiment dangereux, c'est l'arme qui peut couler ce porte-avions. Sous-entendant qu'ils possèdent cette arme, qu'ils ont cette capacité. Je dis, bon, qui sait, seul le temps le dira, mais évidemment, le porte-avions dispose de nombreux systèmes de défense, sans compter qu'il est accompagné d'une flotte complète. Maintenant, il ne faut pas oublier ce qui est arrivé à la Russie, qui, eh bien, était censée être l'une des marines les plus puissantes du monde, et qu'avec quelques petits drones très bon marché, je dis bon marché par rapport à ce que coûte un navire. De ceux-ci, d'environ 100 000 à 150 000 $, ils ont réussi à couler d'énormes navires, valant des centaines de millions de dollars, qui semblaient insubmersibles. Les Ukrainiens aux Russes, eh bien dans ce cas, ce sont des géants. Ce ne sont pas des porte-avions, mais nous verrons s'ils sont invincibles, non ? Dans ce sens, regardez, c'est très intéressant, parce que les porte-avions aussi, eh bien, ils se déplacent d'une manière très intéressante. Regardez, allons-y d'abord. Aujourd'hui, nous voyons où se trouve le porte-avions, ou plutôt l'image qui est apparue, mais le porte-avions ne sera pas en face du golfe Persique. Si nous observons le porte-avions, il va se trouver dans cette zone. Approchons-nous, il va être dans cette zone, c'est-à-dire que le porte-avions aura du mal à être attaqué pour y aller. Du moins le porte-avions. Moi, c'est Gerald Ford qui est le plus grand et le plus moderne que possèdent les États-Unis. Il va être ici, au moins. S'il est attaqué directement par l'Iran, il faudrait passer par l'Irak, par la Syrie, par Israël, par le Liban, par la Jordanie, par l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'il faudrait traverser certains de ces pays. N'importe quelle attaque. Ici, il y a des bases des États-Unis. Là aussi, il y a des bases des États-Unis. Ici se trouve Israël, et même par ici, il y a le porte-avions. Depuis ici, le porte-avions peut attaquer l'Iran, mais il est très compliqué pour l'Iran d'attaquer le porte-avions, du moins de manière directe. Celui qui est le plus exposé, c'est le porte-avions qu'ils ont de ce côté, et ici le risque c'est vraiment plus élevé. Non, il disait la dernière fois qu'il était à 800 km de la côte. Non, un peu assez près pour attaquer, mais assez loin pour qu'il soit presque impossible de l'attaquer. Pas impossible, mais presque impossible. Alors, c'est le message qu'il donne aujourd'hui à Ali Khamenei. Évidemment, ses partisans l'applaudissent là-bas. N'est-ce pas ? Vous savez déjà comment ça se passe, Ali Khamenei n'était pas apparu depuis un moment. Et même s'ils disent être proches d'un accord, eh bien, tout à coup, cela ne semble pas près d'arriver. Maintenant, nous allons écouter ce qui s'est passé ou voir certaines des images de ce que j'ai observé. Mais pour commencer, voici déjà le porte-avions. C'est la dernière image qui a pu être captée où l'on voit le porte-avions. C'est Gerald Ford entrant déjà en Méditerranée ? Oui, alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que le porte-avions est déjà à environ 40 heures, moins de 2 jours, pour que le porte-avions soit dans la zone et puisse attaquer. L'Iran. Oui, donc c'est le temps qu'il reste à l'Iran pour prendre la dernière décision, parce qu'une fois arrivé là, il y aura déjà 2 porte-avions des États-Unis qui pourront opérer. Nous allons voir ce qui se passe, mais pour commencer, cela attire l'attention aujourd'hui, évidemment, comme l'État. Au fait, merci beaucoup, bonne journée, bonjour, bon après-midi. Aujourd'hui, cela dépend vraiment de l'heure à laquelle vous nous regardez en ce moment, eh bien, on observe ce qui suit. Laissez-moi vous montrer cette vidéo qui circule, des essais des exercices militaires qu'il est en train de faire. L'Iran, selon ce que dit le commandant des forces navales de la garde révolutionnaire iranienne, affirme que le détroit d'Ormuz est sous le contrôle total des Iraniens. C'est le message que donne ce personnage. Maintenant, je ne sais pas si je dois lui donner raison ou non. Honnêtement, je doute qu'ils aiment le contrôle total, mais ils en ont sûrement un certain. Parce qu'ils essaient constamment de prendre le contrôle des pétroliers, de les saisir. Certains pétroliers nous séparent, ou d'autres n'ont pas le choix, non. Alors, selon ce qu'ils disent, et allons encore une fois à la carte.
Selon ce qu'ils disent, ils auraient le contrôle du détroit d'Ormuz, qui serait ici le détroit d'Ormuz, non. Ici le détroit d'Ormuz, non, donc ils auraient non, le contrôle là. Supposément, alors ils auraient le contrôle de 20% du pétrole qui sort de là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils pourraient avoir le contrôle. Chose que, sincèrement, je veux voir si quelque chose comme ça arrive, s'il y a un véritable mouvement où ils essaieraient d'arrêter ce qui passe par ce détroit d'Ormuz. Combien de temps faudrait-il pour une réaction internationale? Non, pas seulement les États-Unis, il y aurait alors une vraie réaction mondiale. Pour commencer, de tous les pays affectés, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et même Oman, n'est-ce pas? En plus les États-Unis, en plus de l'Europe. Je dirais, attends un peu, tu ne peux pas arrêter 20% du pétrole, non? Et même probablement jusqu'à la Chine. Réaction. La Chine a aussi déjà des navires militaires dans la zone. Alors tout le monde dit, bon, ce sont peut-être des navires qui sont là dans l'idée de défendre l'Iran, mais d'autres aussi. On pense enfin, qu'en est-il? Est-ce simplement pour que, eh bien, il n'arrive rien au pétrole qui part vers la Chine, n'est-ce pas? Pendant qu'on hésite entre l'une ou l'autre chose. Ce qui est certain, c'est que les choses, même si elles vont très mal, ils assurent aussi qu'elles ne vont pas aussi mal qu'elles en ont l'air. Nous allons en parler dans un instant, mais il y a un message que je trouve très intéressant sur ce sujet, que j'aimerais vous commenter, que j'aimerais que vous voyiez. Parce que Lindsey Graham, eh bien, c'est un membre du Congrès il est très proche. Non seulement des opérations que les États-Unis mènent dans toute cette région, mais aussi Lindsey Graham. Il est devenu une voix un peu du côté des républicains, mais une voix, je veux dire, aussi bien républicaine que démocrate. Il y a 2 ou 3 sénateurs et membres du Congrès, également de la Chambre basse, qui se sont beaucoup investis dans les questions internationales. N'est-ce pas? C'est-à-dire que dans l'une de celles-là, eh bien c'est aussi intéressant, parce qu'ensuite, Donald Trump, mettons-le ici, voilà, c'est l'image, voyons, écoutons-le. Et tout de suite, on parle de ce qu'a dit ce Graham. Oui. Oui, 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 oui. Je pense que le régime s'effondrera sous une pression soutenue. Il est tellement faible. Vous savez, il pilote des F-14. Beaucoup de choses se sont passées depuis le premier Top Gun, donc l'armée de l'air a un super film, mais il a été fait dans les années 80, donc je n'aime pas leur chance dans les airs. Ils ont beaucoup de missiles balistiques, ils pourraient nous blesser, ils pourraient faire des dégâts à Israël, mais chaque jour qui passe dans la guerre, ils deviennent moins capables, et nous, plus. Parce que nous avons un avantage tellement dominant, il y a un risque associé à la chute du régime par la force militaire. Une partie de ce que Lindsey Graham a, c'est qu'il est le sénateur de la Caroline du Sud. C'est un sénateur qui, eh bien, se perçoit lui-même, disons, comme un sénateur conservateur, n'est-ce pas? Et ça, eh bien, ça fait partie de tout ce qu'il montre habituellement. Il a été l'un des sénateurs, eh bien, peut-être plus critiques sur certains points. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À propos... Adélaïde de mes vies, tu en penses quoi? Qu'il y a des risques, bien sûr qu'il y a des risques, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut le faire, c'est-à-dire ne pas aller contre ce régime. À long terme, ce sera pire, c'est-à-dire qu'il y a plus de risques à ne rien faire qu'à agir. Du moins, c'est la vision de Lindsey Graham lui-même. C'est un homme politique avec de nombreuses années d'expérience, n'est-ce pas? Par là, combien d'années? 70 ans, oui, 70 ans. Il représente la Caroline du Sud. Et bon, c'est un personnage très médiatique qui intervient beaucoup sur les questions internationales, et voilà, ce sont là quelques-unes de ses réactions. Passons à d'autres points également intéressants de ce qui se passe dans le monde.
Remarquez qu'on commence à voir des images de multiples manifestations qui ont lieu là-bas en Iran. Certaines sont floutées pour qu'on ne voit pas les visages, d'autres sont prises de plus loin pour qu'on ne les reconnaisse pas, n'est-ce pas? Ils se font appeler les lions et les lionnes, n'est-ce pas? À cause du symbole du drapeau, disons, comment ils appellent ça, du drapeau, eh bien de l'époque du chat, n'est-ce pas? Mais bon, le point c'est qu'ils s'appellent comme ça, du moins dans beaucoup de postes. C'est comme ça qu'ils se présentent en foule, là ils ont scandé. Si l'un de nous perd la vie, 1000 d'entre nous seront derrière lui, disent-ils dans ce message. Ici aussi on observe, regardez, on voit que le régime iranien lance des groupes comme ceux du Venezuela. Oui, beaucoup de gens armés avec des armes de poing, des fusils, parcourant les villes, c'est comme ça qu'ils se déplacent. Et c'est une façon, disons, de réprimer psychologiquement la population, n'est-ce pas? Ce sont d'autres choses qu'on a pu observer ces dernières heures, ces derniers jours. Une autre image qui attire aussi l'attention, c'est la même. Le même ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, qui dit ce qui suit. Écoutons d'abord un peu de cet enregistrement audio. À écouter un peu de ce que dit Abbas Araghchi. Ministre des Affaires étrangères. Eh bien, le ministre a participé à des discussions à Genève, n'est-ce pas? Cela se passe à l'ambassade, je crois que c'est celle d'Oman, il ne semble pas que ce soit la résidence de l'ambassadeur. Mais bon, le point est, dit-il, qu'ils ont convenu des principes directeurs pour commencer à rédiger un texte d'un éventuel accord. On a beaucoup progressé, dit-il. La voie à suivre était plus claire, la rédaction sera ardue, mais le chemin va déjà commencer. La délégation va maintenant retourner dans ces pays, les États-Unis sont déjà rentrés, l'Iran est déjà rentré dans ces pays. Eh bien, ils vont donc consulter Trump, dans le cas des États-Unis, et donc avec le guide suprême et avec Masoud Pezeshkian, ainsi qu'avec le président de l'Iran, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qui a été fait en ce moment concernant ce sujet, en donnant donc un peu d'espoir que peut-être qu'il y aura un certain type d'accord, n'est-ce pas? Ce serait donc intéressant, évidemment, mais pour l'instant tout est possible, n'est-ce pas? Évidemment, passons donc à d'autres sujets importants. Remarquez qu'il se passe aussi quelque chose là-bas, justement, au Moyen-Orient, mais du côté d'Israël. Oui, voyons ce qui se passe. Selon ce que rapportent les FDI, voici quelques-unes des images qui commencent à circuler. Selon ce que rapportent les forces de la FDI, ils auraient démoli la maison d'un personnage appelé Silad al-Aristila. Selon ce qui se dit, ce personnage serait un terroriste. Ils étaient en train de chercher et, eh bien, ils n'auraient pas détruit cette maison. C'est ce qu'ils ont démoli, d'après ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce qui a été rapporté par les forces de défense d'Israël. Eh bien, c'est aussi une partie de ce qui se passe dans le monde. Passons donc à plusieurs sujets intéressants de ce qui se passe. Il y a une série de commentaires venant de la garde révolutionnaire dans lesquels ils confirment avoir temporairement bloqué des zones clés du détroit d'Ormuz. C'est extrêmement volatile le fait qu'ils agissent de cette manière. Surtout en pensant que si c'est le cas, il n'y a pratiquement aucune négociation. Ils vont directement au conflit en pensant que c'est là que réside une grande partie de l'intérêt que presque tout le monde porte à la région. C'est-à-dire, il y a un intérêt, évidemment, parce qu'au final, c'est totalement une question énergétique. Et s'il n'y a pas de paix dans le détroit d'Ormuz, eh bien, c'est soit ça, soit c'est la guerre. En gros, je sais qu'en théorie, si le détroit d'Ormuz, disent-ils, ils l'ont bloqué temporairement. Nous pourrions voir des réactions sur le pétrole. Pour l'instant, j'ai suivi le prix du pétrole et il est assez normal. Non, il n'y a pas de mouvement étrange, c'est relativement lié. Stable, disons non. Le prix est à 66,85 $, donc c'est très bien. C'est-à-dire non, il n'a pas explosé ni chuté non plus. Tout est en calme. L'exercice a été nommé « Contrôle intelligent du détroit d'Ormuz » selon les médias iraniens.
Il cherchait à montrer des capacités offensives, défensives et de guerre électronique. Et c'est là que vient le commentaire, celui selon lequel ils ont le contrôle total du détroit d'Ormuz. Selon la conclusion, cela survient alors que l'Iran et les États-Unis poursuivent leur discussion. Le commandant naval Al-Ires A. Tangrizi a déclaré que la fermeture totale du détroit dépend du leadership politique iranien. Il a affirmé qu'ils pourront fermer totalement le détroit d'Ormuz quand ils le souhaiteront ou en auront besoin. Des missiles ont été tirés depuis la mer et la terre lors des exercices. Il y avait aussi des drones de reconnaissance et d'attaque opérant sous brouillage électronique, c'est-à-dire qu'ils créaient eux-mêmes des interférences électroniques pour montrer que leurs drones continuaient de fonctionner sans aucun problème. Ali Khamenei lui-même, en faisant cela, a lancé le message que je vous ai déjà montré au début, où il dit qu'ils pourraient m'en couler, ou faire comprendre qu'ils ont l'arme pour pouvoir couler un porte-avions. Que cela serait, couler quelque chose comme ça serait, une guerre totale, c'est-à-dire, et là il n'y aurait vraiment pas de retour en arrière, n'est-ce pas ? Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a averti que l'Iran détient assez d'uranium enrichi pour produire potentiellement 10 à 12 armes nucléaires, au moment où il a posé la question lors de cette réunion qu'ils ont eue à l'AIEA, c'est-à-dire Raphaël Grossi et Abbas Saragashi lui-même, c'est-à-dire le ministre iranien des Affaires étrangères à Genève, il lui a demandé où se trouvaient les 440 kg d'uranium enrichi. Rollo a fait des commentaires imprécis sans dire où ils étaient. Je ne sais pas s'ils ignorent la situation ou ce qui s'est passé, mais il n'a rien précisé. Donc, non. Ils ne reconnaissent pas. Selon ce commentaire depuis Téhéran, le guide suprême, les États-Unis disent qu'ils ne réussiront jamais à renverser la République islamique, mais ils reconnaissent qu'il y a des risques. La déclaration arrive après des jours de tension maximale et a été faite sur un ton de défi. Il a affirmé que même si le porte-avions est dangereux, l'arme qu'il enverra au fond de la mer sera encore plus dangereuse. Voilà le commentaire. N'ont-ils pas jugé absurde que Washington veuille négocier le nucléaire tout en exigeant que l'Iran y renonce d'abord ? N'est-ce pas ? Le régime reconnaît 3117 personnes qui ont perdu la vie lors de ces manifestations, même si le chiffre à peu près vérifié jusqu'à présent, plus ou moins avec nom et prénom par les organisations. Comme ces organisations de défense des droits de l'homme qui existent en Iran, elles affirment avoir 36 500 noms de personnes décédées. Le chiffre, disent-elles, est bien plus élevé, autour de 50 000, mais elles ont pu confirmer 36 500 noms de personnes décédées. Le régime, lui, n'en reconnaît que 3 000. C'était terrible, ce qui s'est passé là-bas, non ? Amnesty International a dénoncé que la répression militarisée, les arrestations massives, les disparitions forcées sont constantes et n'ont pas cessé, elles n'ont pas cessé jusqu'à présent. Donc, c'est aussi terrible ce que vit cette région du monde. Permettez-moi juste de faire une petite pause. Comment allez-vous ? Salutations, un grand merci à la communauté qui nous regarde. Bonjour Rodrigo, comment va Gabriel ? Comment vas-tu ? Merci pour les commentaires. Griselda. Comment ça va ? Bonjour Maria Elena, très bien Miguel, comment ça va ? Bonjour. Passons à d'autres sujets et thèmes importants. Regardez ce qui se passe avec cette personne. Il s'agit d'un Américain, conseiller des États-Unis et américain, qui se trouve au Venezuela. Le régime vénézuélien l'aurait arrêté, sans donner d'explication sur la raison pour laquelle il a arrêté à Maracaibo le conseiller pétrolier américain Evanan Romero. Allons dans le détail de cette situation. Un grand salut à nos amis qui sont là-bas au Venezuela. Que s'est-il passé ? Comment cette affaire a-t-elle évolué ? Toute cette attention et tension autour de cette personne. Tout d'abord, cela a fait le tour ces dernières heures. Qu'ils avaient arrêté le conseiller pétrolier des États-Unis et selon les rapports, il était indiqué qu'il allait faire un voyage à Caracas.
L'arrestation du consultant, âgé de 86 ans d'ailleurs, naturalisé américain, a bouleversé la scène énergétique et politique vénézuélienne à un moment crucial. Romero a été arrêté alors qu'il tentait de prendre un vol pour Caracas. Selon le témoignage, l'ordre est apparu sur l'ordinateur lorsqu'il a été enregistré qu'il existait un mandat d'arrêt contre cette personne. Jusqu'à présent, aucune accusation officielle n'a été présentée. Il n'y a pas de notification judiciaire. D'où a-t-il été transféré ? En raison de son âge et de sa santé, il reste surveillé dans un centre médical privé, selon eux. Mais ce n'est pas clair, n'est-ce pas ? L'arrestation a eu lieu, donc cela fait 1 mois et 15 jours après l'arrestation de Maduro. Mais aussi après la visite du secrétaire à l'énergie des États-Unis au Venezuela, de ces soi-disant accords entre Delcio Rodriguez et Donald Trump. Romero a été le fondateur d'Intevep et aussi l'ancien président exécutif de PDVSA. Il a aussi été ministre de l'énergie et des mines lors de l'ouverture pétrolière, jouant un rôle clé dans ce secteur. Depuis, il a tenu des réunions programmées avec des entreprises telles que Repsol, Reliance Industries, ExxonMobil, Conoco ou Philips, entre autres. Il fait partie d'un groupe d'environ 400 anciens techniciens et cadres de PDVSA qui travaillent sur des propositions pour reconstruire le secteur énergétique vénézuélien. C'est un Américain, mais il a également occupé des postes au Venezuela. C'est une personne qui connaît parfaitement le fonctionnement de PDVSA, qui possède toute l'expérience nécessaire. Une raison ? Apparemment, cela ne convient pas au régime, car ils l'ont arrêté. Nous allons voir quelles seront les réactions des États-Unis, quelles seront aussi les réactions de Delcio Rodriguez lui-même, pour tenter de justifier cette arrestation. Mais attention, ce sujet pourrait évidemment prendre de l'ampleur. En attendant, laissez-moi vous parler d'une affaire également curieuse qui se passe en Amérique latine. La Ligue anti-diffamation, c'est ainsi qu'on l'appelle, a dénoncé que Hispant B est un média qui a promu l'antisémitisme et l'apologie du terrorisme. Selon un rapport présenté aux États-Unis, la Ligue anti-diffamation ADL a présenté un rapport de 23 pages pour dénoncer cela. La chaîne d'État iranienne, appelée Hispant B, c'est une chaîne contrôlée par l'Iran, qui diffuse du contenu qualifié d'antisémite et propage des idées pro-terroristes en Amérique latine. Le document affirme que ce média, contrôlé par la radiodiffusion de la République islamique d'Iran, fonctionne comme une plateforme internationale du régime iranien pour influencer idéologiquement les pays d'Amérique latine. Selon ce qui est rapporté, ce groupe construit un écosystème informatif qui normalise des positions extrémistes et présente des récits qui vont clairement à l'encontre d'eux. Et bien même des pays de ce côté-ci, qui s'opposent également à Israël, qui s'opposent aux États-Unis et qui promeuvent l'idée que certains mouvements terroristes sont justifiés. Selon ce média, parmi les contenus signalés figure une série de programmes. Comme cette prétendue idée d'essayer d'influencer l'Amérique latine à travers certains médias, d'autres espaces dans lesquels ils exercent une influence, en présentant ou en mettant en avant des groupes comme le Hezbollah et le Hamas, ou même le groupe terroriste les Houthis, comme des forces de résistance. Ils ne les présentent pas comme s'ils étaient des héros, n'est-ce pas ? Et ce genre de choses, eh bien, une dénonciation qui attire évidemment l'attention aujourd'hui, n'est-ce pas ? Un autre sujet qui est aussi plus intéressant, il ne me semble pas. Avant de passer à d'autres sujets, c'est ce qui est en train d'apparaître dans l'affaire de J.C. Jackson. Un personnage qui me semble être l'un des plus emblématiques en matière d'activisme là-bas aux États-Unis. Non, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est une figure évidemment importante. Le leader historique des droits civiques aux États-Unis et 2 fois candidat à la présidence pour le Parti démocrate est décédé à l'âge de 84 ans après plus de 5 décennies, marquant donc de nombreux aspects de la politique des États-Unis. Il est aussi révérend, n'est-ce pas le révérend ? Jackson perd la vie à 84 ans et donc il laisse un héritage. Surtout de beaucoup de luttes pour les droits civiques, pour la justice économique et pour la représentation politique afro-américaine. Non, ça aussi, eh bien, ça fait partie de ce qu'il a accompli dans son travail. Il a été très proche de Martin Luther King à son époque, n'est-ce pas ?
Et donc, un personnage qui n'est plus là-bas aux États-Unis. Un sujet qui, également, a attiré l'attention aujourd'hui. Remarquez qu'il y a d'autres sujets également importants. Au moins 24 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque au Pakistan. Allons dans cette partie du monde où les attaques reprennent à nouveau, cette fois-ci le mouvement qui agit tout près de l'Afghanistan n'escasse pas dans cette région du Pakistan. Dans ce pays, une attaque a été signalée où 24 personnes ont perdu la vie. C'est une attaque précisément à cette frontière que nous voyons, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, là où il y a beaucoup de problèmes ces derniers temps. Selon les rapports, on a commencé à entendre des explosions et à voir de la fumée. Et ensuite, ils ont confirmé qu'il y avait là 11 soldats, une femme et 2 insurgés, après cet attentat qui a visé un poste de contrôle dans la zone frontalière. L'attaque a eu lieu dans le district de Bajouar, dans une province appelée Kaviar. Pakouskawa, qui est l'une des provinces les plus touchées par la violence dans cette région du monde, le commandement militaire a attribué la responsabilité de l'attaque au groupe Fidna. Les assaillants ont tenté de violer la sécurité du poste de contrôle. Cependant, leurs plans d'attaque ont été déjoués. L'assaillant parvient à pénétrer à un endroit et provoque cette explosion. Il ne provoque pas cette explosion. Selon le bilan officiel, les troupes pakistanaises ont abattu 12 des insurgés lors de l'opération de représailles, lançant ainsi cette voiture piégée. Non, bon, voilà où en est la situation, c'est-à-dire, c'est ça le sujet. Pakistan-Afghanistan ne s'est pas arrêté, c'est un groupe proche des talibans, qui est aussi taliban, mais qui est différent de celui qui gouverne en Afghanistan. Et ce sont des indépendantistes qui veulent un territoire entre l'Afghanistan et le Pakistan. Ils veulent une partie pour eux depuis déjà longtemps. Et qui dernièrement ont attaqué de cette manière, même avec le soutien présumé des talibans qui gouvernent l'Afghanistan. Un sujet qui pourrait provoquer un affrontement entre les pays, pas seulement avec un groupe rebelle, cela pourrait même impliquer les talibans eux-mêmes en Afghanistan, avec des attaques directes contre le Pakistan. Le Pakistan, un pays qui possède des armes nucléaires, ou un pays qui a ses propres problèmes, mais qui dispose aussi d'armes puissantes. Non, passons à d'autres sujets importants. Eh bien, il y a un avertissement qui vient directement du Kremlin, c'est essentiellement un ultimatum. Ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que les États-Unis saisissent des navires fantômes, des navires qu'ils désignent comme tels, en disant « Voyons, ceci est un navire fantôme. C'est un navire dont, nous allons nous emparer, nous allons garder le navire, nous allons garder le pétrole, ou quoi que ce soit d'autre. » Et ce type de saisie, a provoqué un mécontentement du Kremlin. Mais comme ce sont des navires qu'ils ne reconnaissent pas, ils étaient restés silencieux ou avaient fait des commentaires, mais ces commentaires en étaient un des plutôt subtils. Nous allons dire cette fois ce que dit Vladimir Poutine, ce que dit la Russie. Disons qu'ils ne veulent plus d'une autre détention. Autrement dit, ils ne veulent plus que d'autres de ces pétroliers soient des saisies, et dans le cas où une nouvelle saisie d'un pétrolier russe aurait lieu, ils disent qu'ils vont prendre des représailles et qu'ils enverront la flotte navale russe. Allons dans le détail de ce que l'on sait, de ce qu'ont dit les Russes, mais regardez cette zone. Voici la carte, disons, où ce type d'embarcation est constamment arrêté. Pas de pétroliers. Des pétroliers qui, sans pavillon ou avec de faux pavillons, transportent du pétrole vers différents pays. Ceux qui ne sont pas censés l'acheter, car ils ont des sanctions et disent ne pas pouvoir acheter même s'ils le voulaient. Non.
Mais alors ils disent « Bon, si toi tu l'achètes, eh bien moi je ne fais pas affaire avec toi, ou bien les Russes ont la liberté de l'acheter. » Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La question c'est « Alors je ne fais pas affaire avec toi. » Mais maintenant ils vont encore plus loin. Et pour les navires qui sont sanctionnés, qui sont normalement des navires qui ont soit un faux pavillon, soit qui n'ont déjà plus les... Eh bien, ce ne sont pas des navires qui devraient être en activité, parce que ce sont des navires très vieux. Alors ils s'en prennent à ces navires et les arrêtent. D'autres pays, comme la France, ont déjà arrêté et saisi des navires similaires. Maintenant, très souvent, ils ne les renvoient pas, ils les relâchent, et d'autres fois non. Le message a été lancé par le conseiller le plus proche de Vladimir Poutine, appelé Nikolaï Poutrouchev, assurant que Moscou va déployer des armes russes. Ou la flotte russe, plutôt la marine, dans des zones stratégiques, si l'Europe et les États-Unis continuent d'intercepter des pétroliers liés à la Russie. Par exemple, il l'a mentionné explicitement. Surtout, cela le dérange lorsque les navires britanniques, français et ceux des pays baltes comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, etc. Tous les pays baltes ont arrêté leurs navires. Depuis Moscou, ces saisies sont qualifiées d'actes de piraterie, ce qui élève le ton diplomatique et militaire. Il s'agit d'un réseau de pétroliers anciens à la propriété opaque. Les propriétaires s'en restent inconnus et contournent les sanctions après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Ils utilisent des pavillons de complaisance, des documents douteux et éteignent les systèmes de localisation pour disparaître des radars. L'Union européenne a interdit l'entrée de 598 navires dans ses ports. Les États-Unis maintiennent également des sanctions contre 183 navires et la marine française a déjà intercepté récemment un navire en Méditerranée, soupçonné également d'appartenir à ce réseau. Merci. Depuis le début de la guerre, depuis l'Occident, 30 000 sanctions différentes ont été imposées pour limiter les revenus énergétiques de la Russie. Mais malgré cela, ils continuent de les contourner grâce à ces navires. Au final, c'est une autre guerre, une guerre stratégique qui se déroule dans cette région. En même temps, des négociations ont lieu à Genève, également entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine. Remarquez qu'en dehors de cela, en dehors des négociations, en dehors de cet ultimatum qui est lancé, en ce moment même, un bombardement assez intense est signalé. 400 drones ont pénétré en Ukraine. La Russie a lancé 400 drones dans 12 régions différentes, alors même qu'il y aurait une tentative supposée d'accord de négociation. Selon le rapport, la Russie aurait tiré 29 missiles et 400 drones. C'est du moins ce qui a pu être confirmé du côté ukrainien, c'est ce qu'ils ont comptabilisé jusqu'à présent sur le total. Les missiles de croisière KH-101 ainsi que les missiles Skinder-K, Skinder-M et un missile guidé aérien. Aussi. Parmi les drones, 250 étaient du type Shahed de fabrication russe Inani et ensuite d'autres types de drones. 13 localisations différentes ont également été enregistrées, affectées. Il y a aussi 3 travailleurs du secteur de l'énergie qui auraient donc perdu la vie. À Odessa, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans chauffage, sans eau ni moyens, au milieu des vagues de froid qui frappent cette région du monde. Eh bien voilà la situation, passons à d'autres sujets également importants. Lunettes. Nous allons faire une petite pause pour aborder un sujet qui attire mon attention. Tout à coup, on parle de ce genre de choses et ensuite les gens y croient. Les gens, très souvent, ne font pas de recherche, mais il y a des médias qui trompent, comme celui-ci qui s'appelle The Spectator Index. Je le suis depuis un moment car j'aime les statistiques, mais je suis aussi 15 ou 20 autres médias dédiés aux statistiques. Nous les vérifions toutes, évidemment. Et soudain, tu commences à voir des tendances, quand tu vois comment il y a des médias qui ont un agenda caché, n'est-ce pas? C'en est un, regardez comment il présente les choses de façon trompeuse, il dit. Voyons combien d'homicides il y a. Oui, par an, parmi 100 000 personnes, sur chaque tranche de 100 000 personnes, combien de personnes meurent assassinées? Et il met le Mexique tout en haut, non? 21,28 pour chaque 100 000.
Eh bien, pour commencer, je vous dis déjà que cette information est fausse, non? Et ensuite, il met la Colombie à 27. Brésil, 22 États-Unis, 7 Argentine, 5 Chili, 4 Canada, 2. Oui, totalement faux. Dès le départ, la donnée est fausse, tu dis. Bon, peut-être stratégiquement. Il a pris les données qu'il a rangées et il a dit « Laisse-moi prendre les données d'une année ». Pour dire que le Mexique, c'est nul, non, et que la Colombie, c'est nul aussi, non. Et c'est ce que font constamment ce genre de médias. Je lui ai tout de suite répondu non en anglais, car son média l'utilise en écrivant « Tu veux toujours faire passer le Mexique pour un mauvais pays, non ?» Et d'abord, pour commencer, il a ignoré tous les autres pays en supposant que cette donnée soit correcte, comme il le dit. Non, eh bien, tous les autres pays qui sont dans des situations plus graves, ces pays-là, il n'a pas voulu les mentionner. Pourquoi? Pour laisser le Mexique en tête, non. Il y a aussi l'Équateur, l'Afrique du Sud, Haïti, Trinité et d'autres pays, n'est-ce pas? Mais je lui ai dit, bon, allons voir les données les plus récentes, n'est-ce pas? Si on regarde les données les plus récentes, le nombre de décès pour 100 000 personnes, le chiffre le plus fiable, est de 17 pas de 28. Mais si en plus de cela, on regarde les données de villes comme Mexico ou Monterrey par exemple, eh bien les chiffres sont encore à un autre niveau. C'est-à-dire par exemple ici à Monterrey ou à Mexico, où nous sommes à peu près au même niveau, oui, à peu près. Le nombre de décès se situe entre 9 et 12 pour 100 000 habitants par homicide. C'est-à-dire que ce niveau-là, eh bien, le Panama là, l'Uruguay là, des pays de ce genre, non? C'est pour ça que quand on me dit depuis l'Uruguay, on me demande « Hey Mexique, comment vous faites? De quoi ?» Eh bien moi, je mène une vie normale. On va au parc, on va promener le chien le soir, c'est-à-dire, voilà, ce n'est pas comme si tu sortais tout le temps avec la peur, je veux dire. Il y aura, comme dans toutes les villes, des quartiers, il y aura des zones qui peuvent être dangereuses, comme partout dans le monde. Mais c'est un bombardement constant des médias dans différentes parties du monde qui ont tendance à faire ça. Il n'y en a pas d'autres? Que disent les statistiques? Il y a évidemment un problème, surtout dans certaines zones. Et là, on ne peut vraiment pas le nier, n'est-ce pas? Écoute, si tu me montres les statistiques du Michoacán ou du Sinaloa, il y a certains États très spécifiques qui ont un problème très grave. Malheureusement, c'est comme ça. Tu dis, bien sûr, il faut pointer ça, n'est-ce pas? Parfaitement, mais quand on veut te faire croire que tout le pays est comme ça, est-ce que tu dis ça? Même avec les chiffres, ils sont mauvais. Même dans le pire des cas, ce n'est pas ainsi. Là, tu vas en 2023, qui a été un moment difficile. 23, c'est de là que venait le sujet, non? En ce moment, il y a 17 morts par assassinat pour chaque 100 000 habitants. Oui, c'est une constante. Il faut aussi rester attentif à ce sujet, et bon, au moins d'ici, on essaiera de faire attention. J'ai aussi vu des commentaires du Brésil, je n'ai pas vérifié les données, mais elles étaient également mauvaises, non? Celui-ci, il y avait aussi des Brésiliens là-bas. Attends, d'où tu tiens ces données? Elles sont toutes ici. Ces médias ne répondent jamais, n'est-ce pas? Évidemment, soit ils en font partie, soit ils en sont responsables, soit ils ont un agenda précis pour donner l'impression que ce pays... Voilà pourquoi. S'ils viennent ici avec moi, comment ça va? Déjà horrible, non? Pas d'homme qui tombe? Non. Bon, voilà comment sont les choses. Non, voilà la situation, et bon, il ne faut pas tomber dans ce genre de désinformation. Maintenant, passons à d'autres sujets, à d'autres thèmes également intéressants. Merci. Voyez-vous, il y a eu une enquête très intéressante là-bas, en Uruguay. N'est-ce pas? Oui, et sûrement certains d'entre vous ont suivi cela. N'allons pas plus au sud, c'est là, n'est-ce pas? Oui.
C'est une enquête dans laquelle une commission a étudié ce qui se passe avec certains signalements d'OVNI ou d'OVNI qui sont apparus dans cette région du monde. Selon l'armée de l'air uruguayenne, il a été confirmé que les lumières dans plusieurs départements, les objets qui ont été signalés, n'étaient là pas des ovnis, mais des satellites du système Starlink. Après 25 signalements de citoyens, j'ai vu les images. Désolé de contredire l'armée de l'air uruguayenne. Ou bien ils veulent tromper les gens, ou alors, franchement, nous n'avons peut-être pas vu les mêmes vidéos, n'est-ce pas ? Mais aucun satellite Starlink ne s'arrête. Aucun, c'est-à-dire que les satellites ne vont pas et ne s'arrêtent pas là, ils restent là et continuent d'avancer, d'un côté ou de l'autre. Les satellites Starlink avancent en ligne droite et progressent à une vitesse impressionnante sans jamais s'arrêter. Ils affirment que ce sont les satellites Starlink et pensent bon que certains n'ont pas vu les bonnes vidéos. Ces derniers jours, des phénomènes lumineux sont apparus dans des dizaines de vidéos et je ne doute pas qu'il y en ait certains qui montrent parfaitement Starlink, mais cela n'explique pas toutes les vidéos. Et je dis, moi, vous pouvez chercher sur Twitter ou sur n'importe quel réseau des objets lumineux, des ovnis ou des lumières dans le ciel en Uruguay. Et regardez le type d'objets qui apparaissent. Si vous pensez que c'est Starlink ou non, puis cherchez à quoi ressemblent les vidéos de Starlink. Vous et moi, nous les avons déjà vues ici. Ils ne vont pas toujours comme une ligne d'objets, volant les uns derrière les autres. Ils vont à la même vitesse, ils ne bougent pas, ils vont exactement à la même pression. Ils ne font pas de sillon, ni de zigzag, ni rien de tout ça, et encore moins, ils ne s'arrêtent. Je suis surpris que l'armée de l'air uruguayenne se prête à ce genre de choses. Honnêtement, non. Et regardez, le rapport lui-même le dit. Les vidéos montrent des déplacements irréguliers, les lumières se semblaient en disparaître, se regrouper et se regrouper à nouveau. Ça, ce n'est pas Starlink. Excusez-moi, mais voilà. C'est-à-dire, je pense que les gens ne se sont jamais laissés tromper. Il y en a peut-être quelques-uns, mais les gens ne se sont jamais laissés tromper. C'est-à-dire, les gens savent quand on leur dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais à notre époque, encore plus. À notre époque, les gens connaissent Paul beaucoup plus, ils savent beaucoup plus. À d'autres époques, ils avaient en plus de références. Donc, que l'on dise cela me semble incorrect, non ? Les rapports ont été faits du 13 janvier au 15 février. Environ 25 plaintes officielles concernant des lumières nocturnes en vol ont été ajoutées. Les départements ayant enregistré le plus grand nombre de témoignages étaient en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, San José, Rivera, Colonia, La Valera et Cerro Largo. L'enquête a été menée par la commission de réception et d'enquête sur les signalements d'objets volants non identifiés, la Chronodovini, un organisme dépendant de l'armée de l'air uruguayenne. Cette commission a été créée en 1979 pour analyser les signalements de ces phénomènes aériens et déterminer comment, selon la commission de réception. Ils sont limités. Les collaborateurs de Kurtz. Le laboratoire favorise l'emploi de grandes zones, des instituts polytechniques et des machines écossaises. D'où cela vient-il ? C'est-à-dire J'espère qu'ils rectifieront, parce que je dis, si cette recherche devait être menée ainsi, il me semble que ce serait une erreur. Au moins l'ARO, le Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines de l'armée de l'air des États-Unis. Au moins, ils ont été un peu plus ouverts à dire qu'il y a des phénomènes aériens. Ce sont juste des phénomènes anormaux sans explication. Même s'ils la connaissent, ils préfèrent dire qu'il n'y en a pas. S'ils ne veulent pas expliquer, qu'ils admettent au moins que c'est une anomalie. Mais tu ne veux pas tromper en disant « Ah, c'est que ce sont... » J'insiste. Il se peut que certains, parce que moi parmi ceux que j'ai pu voir, parce que je n'ai pas vu les 25, puisqu'ils ne les ont pas publiés, tous ceux que j'ai pu voir parmi les rapports qui circulent et qui ont été rendus publics sur les réseaux, non. Eh bien, et que la même description qui est indiquée là ne correspond pas, c'est-à-dire la même description. Celle des objets qui se regroupent, qui se déplacent d'un côté à l'autre, etc. Donc, cela ne correspond pas au satellite Starlink ? Eh bien, oui, ce genre de détail attire beaucoup mon attention.
Non, qu'à ce stade ils veuillent en faire ça, je trouve ça très curieux. Je sais qu'ils seront très professionnels et tout ce que tu veux. S'ils suivent simplement des ordres ou quoi que ce soit. Mais à quoi ça sert? C'est-à-dire, si on ne va pas informer, comment devrait-on faire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ignore ce que c'est. Ou peut-être que ce sont des drones. Je peux t'en acheter, je peux te dire, mais peut-être pas car ils s'arrêtent, se posent, bougent. Mais bon, c'est comme ça, passons à d'autres sujets également intéressants. Sur d'autres sujets, il y a un pétrolier qui est arrivé à Cuba, regardez, un pétrolier qui arrive à Cuba. Le navire Nikos IV est arrivé à Matanzas en pleine crise énergétique. Eh bien, pendant que certains pays comme les États-Unis, le Mexique, la Russie, la Chine disent que certains l'ont déjà envoyé, d'autres disent qu'ils vont envoyer de l'aide humanitaire. Pour l'instant, il n'est pas clair qui est le propriétaire de ce navire, Nikos, ni d'où il est parti. Non. En plein blocus énergétique, ce mouvement est donc effectué. Il n'est pas très clair d'où il vient exactement, mais bon, d'après ce que l'on sait, le pétrolier porterait le pavillon de Saint-Vincent. N'est-ce pas? Le code d'identification est LAMO 9103843. Oui, c'est celui-là, je crois que c'est celui-là. C'est 9 103 843, oui. Celui-là est censé être sous pavillon de Saint-Vincent et les Grenadines. Il a une capacité de 300 000 barils, on ne connaît pas le type de carburant qu'il transporte. Ce n'est pas précisé, c'est-à-dire est-ce du pétrole à raffiner, est-ce déjà de l'essence, enfin, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas clair. Oui. Je ne sais pas s'ils ont oublié, s'ils avaient une autorisation, comment a-t-il pu entrer? Intéressant, non? Et bon, ça va lui faire du bien, j'imagine. Au carburant, si c'est bien du carburant, sait-on exactement de quel type d'énergie il s'agit? Non. Ce navire-citerne, le Nicolas IV, il n'apparaît pas comme sanctionné par les États-Unis, mais il a bien un statut de surveillance active. C'est-à-dire, il est comme sous observation, mais pour l'instant, il n'a pas de sanction. Donc on ne sait pas, c'est-à-dire, ce n'est pas clair s'il est entré avec une autorisation, s'il est entré, disons, de force, en fait, ce n'est pas très clair comment ils ont pu le laisser passer. Bon, il y a des doutes là-dessus, mais en tout cas, le fait est que le navire est déjà à Cuba, d'après ce qui est rapporté. Changeons de sujet, regardez ce qui s'est passé. Il y a un rapport dans lequel on voit une attaque. C'est une attaque qui a eu lieu à Leningrad. Allons à la carte. Non, n'allons pas à la carte. Situons-nous à Leningrad. Cette situation est très intéressante. Cela se passe là-bas. Par Saint-Pétersbourg, non, en fait c'est là. Là c'est Leningrad, non. C'est là qu'il y a eu une attaque. Une explosion qui, a vraiment surpris tout le monde, parce que c'est une explosion qui touche directement les militaires. 3 militaires auraient perdu la vie après cela. Bon, on parle de plusieurs choses. On parle d'une explosion, accompagnée d'un effondrement partiel d'un centre d'entraînement du district militaire de Leningrad, à Sertolobo, en Russie. La forte explosion aurait eu lieu aujourd'hui, le 17 février, dans une installation militaire de la ville de Sertolobo. Voyons, regardons précisément où se trouve cet endroit, Sertolobo. Je n'en avais jamais entendu parler. Celui-ci, mais je comprends qu'il se trouve à Leningrad. Oui, regarde, il est à Leningrad. Mais c'est précisément dans cette zone. Voyons, je ne sais pas si vous avez pu le voir. C'est dans cette zone, on va dézoomer un peu pour voir. Voilà, c'est dans cette zone, tout près.
Bon, c'est juste là, du côté de Saint-Pétersbourg. Voilà Saint-Pétersbourg, et c'est précisément dans ce petit coin Sertolobo, voilà, c'est là que l'explosion a lieu. Une partie du bâtiment s'effondre. La détonation a eu lieu aujourd'hui à 2h20, heure locale, à l'intérieur d'un bureau du commandement militaire. Selon les rapports diffusés par le média russe appelé Astra. À la suite de l'explosion, une partie du deuxième et du troisième étage du bâtiment se sont effondrés, laissant des décombres dispersés autour de la structure. Selon le même média Astra, il montre des dommages structurels graves et des étages supérieurs qui pourraient en s'effondrer. Il pourrait y avoir d'autres effondrements dans les prochains jours, si rien n'est fait, n'est-ce pas? Les autorités régionales ont confirmé au moins 3 morts. Au début, on parlait de 2 victimes. Maintenant, on sait qu'il y en a 3. Cela en a été mis à jour par la suite. Le gouverneur de la région de Leningrad, Alexandre Drozdenko, a indiqué que les services d'urgence ont déjà été mobilisés immédiatement. Et aussi déjà des militaires. Ils sont en train de déblayer. Et donc, ils mettent de l'ordre dans toute la question des décombres. Des équipes du ministère des situations d'urgence russe sont intervenues sur place. Les sources de la région assurent que le 56e centre d'entraînement des gardes du district militaire de Leningrad enquêtera là-dessus. Le centre avait déjà été mentionné auparavant par les fondations de Tal Leningrado-Roubès comme l'endroit destiné à préparer les troupes pour le déploiement de la guerre contre l'Ukraine. Alors, cela pourrait-il être lié à la guerre ? Évidemment, c'est la première chose à laquelle tout le monde pense. Pas que cela ait été une attaque, mais imagine-toi qu'il ait cette capacité de s'infiltrer jusqu'à l'intérieur d'une installation militaire et de là faire exploser quelque chose, eh bien oui, ce serait vraiment terrible. N'est-ce pas ? Alors, soit c'était un accident, soit c'était quelque chose d'interne, quelqu'un de l'intérieur, ou une attaque de l'Ukraine à un niveau qu'on n'avait jamais vu. C'est quelque chose qui attire l'attention aujourd'hui. Regardez aussi ce qui s'est passé là-bas en Égypte. Eh bien, ce sont deux choses, disons, assez amusantes. Regardez cette personne, voyons si on peut la voir à l'écran. Attendez un instant, on va réduire l'image. Mais bon, voilà. Un monsieur entre dans un établissement, une pharmacie, et demande un certain médicament, non ? Il dit « Hé, tu as ce médicament ?» Et ils disent « Non ». Alors il s'approche et, imaginez, il fait une pirouette. Regardez, laissez-moi revenir, ce passage, il fait la pirouette et il repart en marchant comme un chef. Comme ça, sans regarder nulle part. Il ne fait pas la pirouette pour voir. Attendez, laissez-moi revenir encore une fois. C'est très drôle. Comme ça, il dit juste non, il n'est pas là, il fait la pirouette et au revoir, il ne dit rien. Ou bien si, au revoir, non. Non, évidemment, les jeunes, ceux qui travaillent à la pharmacie, voyons si on peut le voir plus tard. Ça les a fait beaucoup rire. Ils étaient morts de rire, je ne sais pas le monsieur. Ils sont là, qui sait ce que pensait le monsieur ou quel médicament il cherchait. Mais au moins, il ne l'a pas oublié. Non, ça a déjà fait le tour du monde. Pour commencer, l'image de la caméra de sécurité. Eh bien, c'est vraiment curieux, non ? Le monsieur, un monsieur en plus qui a l'air assez âgé et qui a fait là une pirouette. Eh bien, passons donc à d'autres sujets aussi intéressants. Nous avons donc une autre image, eh bien, celle-ci est en train d'être signalée. Voyons si nous pouvons en parler tout de suite. Mais on signale une autre attaque, pas celle-ci, une attaque d'une autre embarcation. Cette image a circulé où l'on voit donc le moment où la fumée apparaît. Et tout cela, pas de l'attaque qui a eu lieu sur cette embarcation. Il paraît qu'il y a eu des attaques des États-Unis dans le Pacifique et dans les Caraïbes en même temps. Il ne s'agirait pas d'une seule attaque, mais de plusieurs déjà signalées. Le nombre de morts, regardez, il est déjà là. Voici le dernier rapport. Les forces armées des États-Unis ont attaqué 3 embarcations, cela dans le Pacifique oriental et les Caraïbes. Cela s'est passé à l'aube d'aujourd'hui. Voyons, attends, non, à l'aube d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire à l'aube, mince, non, ce n'est pas clair. Voyons si c'était à l'aube. Oui, non, en fait, c'était l'aube de lundi, c'est-à-dire de dimanche à lundi. 3 embarcations dans le Pacifique et les Caraïbes. Selon la dernière information, il y aurait 11 personnes qui auraient perdu la vie rien que dans ces 3 attaques, dit-il.
Les services de renseignement confirment que les embarcations utilisaient des routes de trafic de drogue et étaient impliquées dans ces opérations. Le commandement Sud, dans un communiqué, a assuré qu'ils en comptent 11. 11 narcoterroristes masculins auraient perdu la vie lors de ces actions. 4 dans la première embarcation dans le Pacifique oriental, 4 dans la deuxième embarcation également dans le Pacifique oriental, et 3 dans la troisième embarcation dans les Caraïbes. Aucune force militaire, dit-on, n'a été blessée selon les informations des États-Unis. Eh bien, c'est aussi un sujet qui attire l'attention aujourd'hui. Cela ne fait-il pas aussi partie de toutes ces tensions qui dominent ici? C'est ce que je vous disais, voyons si nous pouvons l'afficher. Le bâtiment, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment qui s'est effondré, qui s'est écroulé. Lors de l'explosion à l'intérieur d'un immeuble là-bas à Leningrad, et le bâtiment du commandant militaire de la région de Leningrad a explosé. 2 hauts gradés militaires sont décédés, il y en a un troisième car il était avec eux, et 4 autres auraient également été blessés. N'est-ce pas que plusieurs étages se sont effondrés? C'est-à-dire, c'est vraiment grave ce qui s'est passé dans cette région de Russie, non? C'est bien, car cela fait aussi partie de ce que l'on vit en ce moment. Bon, passons à d'autres sujets, à d'autres images. Nous avons aussi le moment, nous allons le montrer ici. Voici le moment où les 2 délégations, voilà, c'est le moment où les 2 délégations quittent Genève, elles partent de Genève, disons, et nous allons nous rapprocher un peu plus. C'est dans cette zone, si vous pouvez voir, c'est ici, c'est de ce côté, voilà. Elles partent de Genève, et là vont les délégations. Il y avait apparemment des gens en train de protester. Ils leur crient quelque chose, je n'arrive pas à entendre, c'est une autre langue, mais ils leur crient des choses qui sortent moi comme ça. Je ne sais pas si c'est la délégation iranienne ou la délégation américaine, mais ils sont à la résidence de l'ambassadeur ou de Mani ou d'Oman, non. De là, les 2 délégations sortent, celle d'un côté comme celle de l'autre. Voilà le mouvement, c'est aussi un sujet qui fait partie de ce qui se passe au quotidien. Abordons d'autres sujets importants. Remarquez qu'il y a eu une autre attaque, cette fois encore contre une raffinerie. Selon le rapport, les forces ukrainiennes auraient frappé des concentrations de troupes à Sorivska, à Lubimiska, et on signale également une attaque contre une raffinerie. L'Ukraine affirme avoir frappé une raffinerie jugée essentielle pour Vladimir Poutine ou la Russie. Dans la nuit, une raffinerie a été détruite ou plutôt attaquée. Une raffinerie a été détruite, attaquée. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations. Une attaque est signalée. Une raffinerie, ils ont attaqué la raffinerie de Sisko qui est située dans la région russe de Krasnodar. Selon ce que une raffinerie a été détruite, attaquée. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes dans Il signale une attaque contre une raffinerie. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de
Et il signale une attaque contre une raffinerie. Il y a une révélation très importante concernant ce ranch. Il y a un ranch, il possède de nombreuses de propriétés. Celui-ci appartenait à Jeffrey Epstein. Et parmi tout ce qui émerge dans cette affaire, eh bien, il y en a un qui est peut-être le plus important. Selon le rapport des concentrations ukrainiennes, et il signale une attaque contre une raffinerie. Selon le rapport, ils ont frappé des concentrations à On signale une attaque contre une raffinerie. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations. Selon les forces ukrainiennes, une raffinerie. Dire que c'est fait, passons à autre chose, ces sujets ne passent pas. Ce genre de détails attire l'attention dès qu'ils sortent de l'information, selon les forces ukrainiennes. Concentration. Et une raffinerie est signalée selon ce que rapportent les forces ukrainiennes. Des concentrations de troupes à Sorivska ont été frappées. Une attaque contre une raffinerie est signalée. Selon ce que rapportent les Ukrainiens, des concentrations de troupes ont été frappées. Une raffinerie est signalée. La petite villa, non. Voyons si on peut la mettre par là. Voilà, c'est la villa, non ? Ou une partie, disons, de ce que c'est. Selon les Ukrainiennes, une attaque contre une raffinerie. Selon les forces ukrainiennes, des troupes de Sorivska ont aussi été frappées. On signale également une attaque contre une raffinerie. Et tout un tas de choses. Incroyable, vraiment incroyable. La représentante démocrate de l'État, Andrea Romero, a qualifié l'enquête de cruciale pour découvrir la vérité et donner de l'espace à la survivante. Selon les forces ukrainiennes, des concentrations de troupes ont été frappées. Et une attaque contre une raffinerie a également été signalée, selon le rapport. Les Ukrainiens, des concentrations de troupes et une raffinerie a été signalée. Eh bien, Donald Trump affirme qu'ils sont déjà en train de discuter avec la Chine au sujet des armes que les États-Unis vendent à Taïwan. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes et une attaque contre une raffinerie a été signalée, selon le rapport. Les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes. Et une attaque a été signalée. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes et une attaque contre une raffinerie a été signalée.
En décembre, un paquet record de 11 milliards de dollars d'armes pour Taïwan a été approuvé, selon le rapport. Les forces ukrainiennes, des concentrations de troupes, une attaque contre une raffinerie a été signalée. Selon les Ukrainiens, ils ont frappé. Une attaque contre une raffinerie a été signalée. Regardez ce qui se passe dans ces manifestations, dans ce que nous vivons en ce moment. En direct, ils ont continué à publier des vidéos de ce qui se passe précisément dans une zone. Selon le reportage, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes et une attaque contre une raffinerie a été signalée. On voit à peine les personnes, ils les floutent aussitôt par peur qu'on les reconnaisse. À identifier ou celles qui sont loin si elles sont visibles. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé les troupes. On signale une attaque contre une raffinerie selon le rapport des forces ukrainiennes sur des concentrations. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont signalé une attaque, selon le rapport des forces ukrainiennes, frappées. Et il est signalé raffinerie floutée. Mais à ce moment-là, les gens sont là, en train de courir, non pas parce qu'ils commencent à entendre des coups de feu au loin et ils demandent dans ces publications à Trump. Selon les rapports ukrainiens, ils ont frappé des concentrations de troupes, c'était Exposo. Et ils signalent une attaque contre une raffinerie. Selon les forces ukrainiennes, ils ont frappé des concentrations de troupes. Et une attaque est signalée. Il n'est pas non plus descendu en dessous de 59. Trump disait à l'époque qu'il voulait le pétrole à 50, ce n'est pas possible. En ce moment, il est à 67 selon les forces. Frappé, concentration, troupes en... Et on signale une raffinerie. C'était ce seuil que s'il est franchi, la chute pourrait encore continuer. Selon le rapport des forces ukrainiennes, frapper une raffinerie est signalé. Selon le rapport, concentration, troupes franchissant.
Raffinerie, selon le rapport des forces ukrainiennes. Concentration. Et un est signalé. Selon le rapport des Ukrainiens, des concentrations ont été frappées à une raffinerie est signalée. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de et une raffinerie est signalée. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations et une raffinerie est signalée. C'était pendant un moment, puis les 21 ont été tirés. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations et une raffinerie a été signalée. Selon le rapport des forces ukrainiennes, des concentrations de troupes à et il est signalé, selon le rapport des forces ukrainiennes, des concentrations de et il signale un raffinerie. Selon le rapport, les Ukrainiens ont frappé des concentrations, des troupes. Raffinerie. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes, rapporte une raffinerie. Selon le rapport, les Ukrainiens des concentrations de troupes à Sorivska. Et aussi vers une raffinerie, c'est-à-dire si on va jusqu'au point maximum, ce serait 1 selon le rapport. Les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes à rapporte.
Raffinerie. Selon les forces ukrainiennes, ils ont frappé. Il est rapporté qu'il s'agit d'une raffinerie. Mais les attentes étaient peut-être trop élevées à court terme, et elles ne sont apparemment pas si élevées à court terme. Bon, passons donc aux commentaires. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations, des troupes. Raffinerie comme je le suis. D'après les forces ukrainiennes, des concentrations et raffinerie. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc s'ils veulent en lancer une de celles-là, ils le savent très bien. Selon le rapport, les Ukrainiens concentrent des troupes à Sorivska. Et il y a aussi une raffinerie. Les gens applaudissent comme si vraiment ils croyaient à ce genre de choses. Eh bien, apparemment, oui, ils croient à ce genre de détails et ils s'enthousiasment. Ils s'enthousiasment parce qu'ils applaudissent le Seigneur. Selon les forces ukrainiennes, ils ont frappé des concentrations de troupes. Et une raffinerie a été signalée. Selon le rapport des Ukrainiens, des concentrations raffinerie. Qu'ils mettent un like, c'est écrit là. Voyons, voilà, regarde, c'est tout, non? 45, pardon, je me suis trompé. 45%, 45%, 45. Selon le rapport des Ukrainiennes, frapper des concentrations de et une raffinerie. Acheter, c'est plus pratique, dit Chonix. Peut-être une bonne opportunité, qui sait. Chonix pourrait en faire partie. Dit-il. Bonjour, comment allez-vous? Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont des troupes à et il est signalé un Selon le rapport, les forces ukrainiennes concentrent des troupes. Il est signalé une attaque. Raffinerie. Julio, comment vas-tu? Merci Julio, prends soin de toi. Blanca Barcelo, comment vas-tu? Selon les forces ukrainiennes, des concentrations de Sorivska vers une raffinerie. Mais il disait, personne ne va nous attaquer jusqu'à ce que les attaques commencent. Exactement, exactement, salutations. Boston, très bien, il dit. Je cherchais du café décaféiné et un calmant. Mais non, puisque selon le rapport les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations à la raffinerie. Selon le rapport, les Ukrainiens ont frappé des concentrations de troupes. Rapporte une raffinerie. Selon les forces ukrainiennes, des concentrations et une attaque contre la raffinerie est signalée. Selon le rapport, les Ukrainiens ont frappé des concentrations de troupes à
et une attaque est signalée. Raffinerie, selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes. Il est signalé. Raffinerie. Des gouverneurs corrompus du PRI étaient arrêtés, ils allaient en prison, selon le rapport des forces ukrainiennes sur les concentrations et une attaque contre la raffinerie et le gouverneur. Très précisément. Je sais qu'ils savent déjà lesquels sont clairement complices, et ils ne les arrêtent pas, ils ne font rien. Comment est-ce possible? Alors, ils doivent travailler et ne le font pas. Qu'ils ont beaucoup amélioré la sécurité sous le gouvernement actuel, c'est indéniable. Même beaucoup de membres de l'opposition l'ont reconnu. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des rassemblements. Une attaque contre une raffinerie a été signalée. Une coordination très différente de ce que l'on a vu lors du précédent sexennat. Une coordination qui a permis à des États comme Coahuila, des États comme Nuevo León, d'avoir une sécurité assez bonne, assez décente. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont raffinerie. Et le commentaire dit ce qui suit. Voyons voir. Voilà, il dit que cela nous convient. Quand la guerre d'Iran a éclaté, nous sommes sortis acheter des aliments non périssables. Les métaux précieux vont sûrement augmenter, selon ce que rapportent les forces ukrainiennes. Si je veux investir ou si je peux investir, je dirais d'abord d'investir en soi-même. Selon ce qu'elle rapporte, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes et elle signale une raffinerie. Selon ce qu'elle rapporte, les Ukrainiennes ont frappé des concentrations de et elle signale une raffinerie. Selon ce qu'elle rapporte, les forces ont frappé une raffinerie. En tant que personne, non, car c'est ce qui t'apporte la prospérité, non? Combien de langues je sais parler, quels instruments je sais jouer ou quels outils? Poulet. Selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations et selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé les troupes de Sorivska et signalent une attaque. Raffinerie. Selon le rapport, les forces ukrainiennes, concentration de troupes. Et une raffinerie est signalée. Je l'apprécie beaucoup, c'est juste un passe-temps, mais peut-être que c'est ce qui te sauve. Le fait de savoir faire de la menuiserie ou de savoir faire telle ou telle chose, pas forcément de la musique. Je ne sais pas ce que chacun aime. Mon fils m'a envoyé une vidéo. D'après ce qu'elle rapporte,
Les forces ukrainiennes ont une raffinerie, d'après ce que rapportent les Ukrainiens, des concentrations de... Et une attaque contre la raffinerie est signalée. Selon les forces ukrainiennes, ils ont frappé des concentrations. Alors, c'est plutôt comme faire. Et donc, j'ai beaucoup aimé la vidéo. Parce que selon le rapport, les forces ukrainiennes ont frappé des concentrations de troupes à... Et une raffinerie, selon les forces ukrainiennes, ont frappé des concentrations de troupes à... Et une raffinerie a été signalée. J'investirai davantage pour avoir plus de temps pour faire de l'exercice et des activités similaires plutôt que dans d'autres domaines. Si j'en avais vraiment beaucoup en trop, ce qui n'est pas le cas, je dirais peut-être qu'à long terme, ça vaudrait le coup. Selon le rapport, les concentrations ukrainiennes de NSE, et si vous voulez, je vous envoie la vidéo. Je trouve ce commentaire très intéressant. Voyons voir, je l'ai ici. J'en suis à la moitié, c'est vraiment très bien. Il s'appelle « Selon le rapport, les forces ukrainiennes raffinerie selon le rapport des forces ukrainiennes, des concentrations, et une raffinerie est également signalée. Je vais t'épargner 18 ans, non. Il dit, si j'ai 33 ans, je suis artiste 3D, il dit, partage 18 minutes avec moi et je vais te sauver 18 ans. Ce n'est pas génial, mais j'ai mis la vidéo au cas où ça intéresse. Selon les forces ukrainiennes, des concentrations de troupes ont été frappées et une attaque contre une raffinerie a été signalée. Une vision très unique et qui maintenant se retrouve dans tous les musées d'art moderne et des choses comme ça, pareil dans la musique. C'est-à-dire, bon là c'est mon domaine créatif que j'expérimente déjà depuis un certain temps. Selon les rapports ukrainiens, et une raffinerie a été signalée. Non, j'écris un peu aussi de la musique électronique, mais j'écris surtout des paroles et j'aime ça. Pour moi, c'est vraiment un exutoire. Selon les forces ukrainiennes, il y a des concentrations de troupes à... Et une raffinerie a été signalée. Et si ça me plaît? À ce moment-là, il l'a sûrement publié sous un pseudonyme. Je ne vais pas mettre Pépé en direct, tu ne sais pas, mais on verra bien ce qu'on fait par là, dit-il. C'est-à-dire, j'ai ce don et j'ai un peu cette idée. Le concept, je l'ai déjà en entier, et bon, après je vous dirai sur quoi il s'est basé, quel est le concept que je veux être, dit-il. Oui, tu sais sur quoi? Selon le rapport des forces de la raffinerie, selon le rapport. Les
Les forces ukrainiennes, concentration de troupes en attaque contre la raffinerie. Ici, Pépé en direct. La vérité est intense, dure, l'insolite est réel, pur. Ici nous l'analysons, perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne PP en direct. Contrôle le signal PP et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel.